Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et j'espère que vous êtes d'humeur nostalgique. Aujourd'hui je vous propose un petit retour dans le temps, un voyage dans le temps et dans l'espace puisqu'on atterrit en Corée du Sud et au Japon en 2002 pour parler d'une Coupe du Monde remarquable, extraordinaire, une de celles qui m'a le plus marqué personnellement et autour de laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Entre les surprises, les déceptions, les doutes qui entourent cette Coupe du Monde aussi, un processus d'organisation complexe et riche d'enseignements. Il y a beaucoup de choses à démêler. Parmi ces choses, nos souvenirs également. Alors, ce que j'ai trouvé super intéressant d'abord dans le cadre de mes recherches, c'est vraiment la question du processus d'attribution de cette Coupe du Monde, qui je pense a été une des plus disputées, un des processus d'attribution les plus disputés et les plus complexes de l'histoire. Initialement, on a 3 candidats, le Japon, le Mexique et la Corée du Sud, mais le Mexique se retire vite de la course et donc on assiste à un duel très animé entre le Japon et la Corée du Sud qui sont géopolitiquement depuis un moment maintenant bien plus que des rivaux dont les tensions ont émaillé le XXe siècle et dont les populations sont très rivales, concurrentes. C'est une tension qui va se matérialiser dans le cadre de ce processus d'attribution en une surenchère constante à destination des officiels de la FIFA qui vont visiter ponctuellement le Japon, la Corée du Sud, estimer la qualité des installations, surenchère constante de cadeaux, de dons. On n'est pas loin de la corruption, on l'est sans doute à plusieurs reprises. Des opérations pas très nettes pour sécuriser des votes, et c'est une tension qu'on va même retrouver au plus haut échelon des instances politiques footballistiques. Par exemple, le président de la FIFA de l'époque, le brésilien João Havelange, qui lui soutenait la candidature japonaise, et dans un scénario qu'on imagine bien aujourd'hui, c'est à peu près la même chose qu'on voit aujourd'hui, tension entre le président de la FIFA, João Havelange, et le président de l'UEFA de l'époque, le suédois Lennart Johansson, qui avait une visée sur la FIFA, qui se présentera aux élections quelques années plus tard, qui perdra d'ailleurs, qu'il perdra contre Sepp Blatter. Mais bref, tension entre la Corée du Sud et le Japon, tension entre le président de la FIFA et de l'UEFA, et c'est dur de sous-estimer à quel point, au milieu des années 90, c'était un processus d'attribution clé qui allait donner la première Coupe du Monde à un pays asiatique, et la première Coupe du Monde à un pays même en dehors de l'Europe et de l'Amérique. En plus, au tournant du millénaire, c'était vraiment perçu comme une Coupe du Monde majeure, toutes le sont, et peut-être celle-ci encore plus que les autres. Donc voilà, finalement c'est ce critère et cette tension très forte entre deux pays organisateurs qu'on a peut-être moins vu sur les années qui ont suivi. Il y a eu des rivalités mais peut-être pas au point de la Corée du Sud et du Japon qui se battent pour une Coupe du Monde. C'est cette tension qui a conduit la FIFA à privilégier l'option d'une organisation double, une organisation partagée entre deux pays. L'idée derrière, c'était que tu pouvais difficilement donner la Coupe du Monde à un seul pays asiatique sans t'aliéner quelque part le reste du continent, ou au moins une portion significative, parce qu'à l'époque, le Japon et la Corée du Sud étaient les deux pionniers et les deux leaders du football asiatique. Tu pouvais pas choisir tout seul comme ça le pays qui représentait l'Asie du football sans faire perdre la face à l'autre d'une certaine manière, et ça aurait eu des conséquences fortes pour l'intérêt donné au foot dans cette partie du globe. Voilà en gros pour ce long processus d'attribution. Et ce qui est sûr, c'est que c'est un moment super fort pour l'Asie du foot, qui en plus donc d'avoir une compétition qui se tient sur son sol, voit en 2002 la première qualification de la Chine, et la seule qualification d'ailleurs à ce jour de la Chine pour une phase finale de Coupe du Monde. C'est à l'époque le pays le moins bien classé à l'indice UEFA qui rejoint la compétition, ils sont 50e. Et pendant un très court moment d'ailleurs a été considérée l'idée de jouer quelques matchs en Corée du Nord. Bon, ça a été vite battu en brèche, mais ça montre également que c'était un moment fort et un moment géopolitiquement super intéressant. Et le fait d'avoir cette Coupe du Monde qui se tiendra en Asie, pour moi ça lui a donné une grande partie de son identité. Quand je convoque mes souvenirs de la Coupe du Monde 2002, c'est des souvenirs visuels très forts. Je pense par exemple au stade extrêmement moderne, Saitama, Miyagi, Jeju, Gwangju, Suwon, Incheon, Busan, Daegu, Kobe, le dôme de Sapporo. Ces stades étranges, un peu vaisseaux spatiaux, c'était une partie, une composante de la dimension visuelle assez intéressante de la Coupe du Monde 2002. L'autre, c'était peut-être sur sa retransmission télévisuelle. Il y avait des choses qui nous rappelaient un peu les jeux vidéo de cette époque, et je pense que quelque part l'association entre l'Asie et l'Asie naissante du football et la dimension technologique très forte, historiquement très forte et culturellement très forte sur le continent, bref, ça nous a donné des choses un peu comme ça, comme la modélisation de la coupe en 3D qui faisait un peu penser à un overlay de ISS ou des premiers PES, même le ballon assez original, le logo du tournoi aussi, la Coupe du Monde en Asie au tournant du millénaire, l'Asie et le tournant du millénaire, Corée du Sud-Japon 2002, tout ça, ça avait pour moi une dimension super futuriste et assez intéressante.
Donc voilà en gros pour la scène, le décor est planté. Maintenant la Coupe du Monde, c'est aussi le sport et toutes les histoires qui sont rattachées au sport, avec d'abord beaucoup de surprises. Je pense que ça c'est un point majeur de la Coupe du Monde 2002. Beaucoup de surprises mémorables. Une des plus marquantes, c'est sans doute celle du Sénégal, qui pour sa première participation à une Coupe du Monde, fait d'abord tomber les champions du monde français en ouverture, ça on s'en souvient bien, décroche ensuite 2 nuls contre le Danemark et l'Uruguay avec un super but collectif contre le Danemark, puis en 8ème, il renverse la Suède d'Henrik Larsson en prolongation grâce à un but en or d'Henri Camara à la 117e minute, et ils deviennent du coup la première sélection africaine à rallier les quarts de finale d'une Coupe du Monde depuis le Cameroun en 1990, depuis 12 ans. Ce Sénégal de Bruno Metsou, de Pape Bouba Diop, d'El Hadji Diouf, d'Henri Camara, d'Aliou Cissé, c'est une équipe mémorable de l'histoire de la Coupe du Monde qui s'inclinera finalement à quelques minutes du dernier carré. C'était contre une autre grande surprise du tournoi, la Turquie. Alors la Turquie, elle, se défait du Japon en 8ème, du Sénégal comme on l'a dit en quart de finale, grâce à un but en or d'Ilan Mansous, et passera à pas grand chose de rallier la finale de Coupe du Monde, puisqu'ils sont éliminés sur la plus petite des marches, le plus petit des scores, 1-0 contre le Brésil en demi, alors que c'était leur première participation depuis 1954, donc un autre tournoi mémorable, et ils remportent d'ailleurs le match de la 3ème place, décrochent la médaille de bronze de cette Coupe du Monde, grâce à un autre héritage, un autre vestige fondamental de la Coupe du Monde 2002, c'est le but le plus rapide de l'histoire des Coupes du Monde, le but au bout de 11 secondes d'Hakan Şükür. Alors dans ce match pour la 3ème place, ils rencontrent la 3ème surprise qu'on va mentionner, c'est bien sûr la Corée du Sud, qui réalise un parcours que personne n'attend. Un parcours extraordinaire qui les voit battre le Portugal en groupe, l'Italie en 8ème, 2-1, but égalisateur à la 88ème, but en or à la 117ème, sacré scénario, et l'Espagne en quart au tir au but, ce qui a déclenché des scènes de liesse inimaginables en Corée, des images de la Seoul Plaza qui sont folles, une des premières fan zones de l'histoire aussi. Et voilà, un moment d'histoire plus généralement, puisque la Corée du Sud, avec ce parcours, devient la première sélection en Coupe du Monde à rallier un dernier carré sans venir d'une confédération européenne ou américaine au sens large. La première et la seule encore à date à rallier une demi-finale de Coupe du Monde en venant d'Asie ou d'Afrique, par exemple. Maintenant, il existe effectivement une grosse astérisque sur cette belle épopée qu'on connaît bien. C'est la question de l'arbitrage et d'un arbitrage plus que douteux qui a accompagné la Corée du Sud tout au long de son parcours, a fortiori contre l'Italie et contre l'Espagne en tour à élimination directe, avec tout un tas de décisions catastrophiques qui continuent de semer le doute aujourd'hui et qui en réalité ont laissé une empreinte, une tache indélébile sur le souvenir qu'on a de cette Coupe du Monde. On aurait pu dédier d'ailleurs une partie entière à l'arbitrage qui dans l'ensemble sur le tournoi a été sans doute inférieur à la moyenne, mais je voulais boucler ce segment avec une dernière surprise, la 4ème, dont on parle rarement, quasiment jamais quand on évoque cette Coupe du Monde 2002. Et au-delà du Sénégal, au-delà de la Turquie et de la Corée du Sud, je pense que les États-Unis méritent quelques mots. Effectivement, ils sortent d'un groupe pas évident en battant le Portugal, en ouverture de leur groupe, en battant le Portugal 3-2. C'est un des matchs vraiment les plus légendaires de l'histoire de la sélection américaine. Et en disputant un 8ème de finale, peut-être encore plus légendaire, parfaitement historique, contre le Mexique, qu'il remporte 2-0. Alors c'est un autre moment majeur parce que c'est sans doute le Mexique-USA le plus important de l'histoire de cette rivalité, et une rivalité en plus que le Mexique a régulièrement dominée avant ce match et après ce match même. C'est aussi la première fois que deux équipes de la même confédération, en dehors des confédérations européennes et Amérique du Sud, la première fois que deux équipes de la même confédération se rencontrent sur un tour à élimination directe de Coupe du Monde, et c'est aussi à l'époque le premier match à élimination directe de Coupe du Monde où ni l'Europe ni l'Amérique du Sud sont représentés. Quelques années plus tard, on aura États-Unis-Ghana, Coupe du Monde 2010, mais à l'époque, c'est la toute première fois, et voilà, je pense que c'est un thème un peu récurrent de cette Coupe du Monde, de cette vidéo. Si ce mondial est le symbole quelque part d'une ouverture du paysage footballistique, c'est aussi pour moi grâce à ce 8ème de finale États-Unis-Mexique dont on parle un peu moins. Alors en quart de finale, les States s'inclineront 1-0 contre l'Allemagne, but de Ballack, mais ils ont montré beaucoup de belles choses et Landon Donovan d'ailleurs sera élu meilleur jeune du tournoi. Donc voilà pour les petits qui dépassent les attentes, ça se fait aussi au détriment de gros et rapidement. Cette Coupe du Monde, c'est aussi celle de gros morceaux qui s'effondrent. Le premier, on le connaît très bien, c'est bien sûr notre équipe de France, championne du monde et championne d'Europe en titre, qui sort pourtant dès les phases de groupe, sans avoir marqué le moindre but. L'équipe de France de Zidane, Henry, Trezeguet, tant d'autres. La blessure de Zidane qui jouera seulement le 3e match de groupe contre le Danemark, un match qu'il fallait remporter par 2 buts d'écart pour se qualifier et que l'équipe de France perd 0-2. La blessure sur les 2 premiers matchs de Zizou, ça coûtera cher et ça fera mal, mais c'est vraiment le naufrage d'une sélection qui marquera une génération, et pas seulement de Français, d'observateurs footballistiques au sens large. Ça a vraiment pesé.
Première chose, l'Argentine aussi, on en parle un peu moins que l'équipe de France, mais l'Argentine à l'époque est considérée par beaucoup d'observateurs comme peut-être le deuxième cadre de ce tournoi. Derrière l'équipe de France, l'Argentine est le deuxième favori. On parle quand même d'une sélection qui compte en ses rangs Batistuta, Aimar, Zanetti, Crespo, Veron, Ortega, Kili González, et aussi quelques futurs coachs de renom, ça c'est un beau clin d'œil, Diego Simeone, Mauricio Pochettino. Cette Argentine aussi sort dès les phases de groupe, battue par l'Angleterre de Beckham, et ne pouvant accrocher mieux qu'un nul contre la Suède. Quand on rajoute à ça l'élimination prématurée du Portugal de Figo, Rui Costa, Couto, Vitor Baía entre autres, ça fait beaucoup de gros qui sortent par la petite porte et qui du coup laissent le champ libre aux deux finalistes de ce tournoi, l'Allemagne et le Brésil. Alors c'est une finale de cadors et quelques sacrés joueurs des deux côtés, mais c'est aussi une finale qui est assez facile à caractériser, à l'époque et encore maintenant, entre deux individus qui sont les symboles de leur sélection. L'Allemagne, ce qui caractérise l'Allemagne, c'est vraiment sa solidité défensive remarquable, elle encaisse qu'un but sur le chemin qui l'amène jusqu'à la finale, un seul but encaissé en 6 rencontres, et elle est portée par l'immense Oliver Kahn, son gardien qui fait un tournoi mémorable, qui sera élu meilleur gardien, prix Yashin de la Coupe du Monde, mais aussi meilleur joueur tout court de la Coupe du Monde. Donc cette Allemagne et sa défense hors pair sont mûrs Oliver Kahn. De l'autre côté, le Brésil flamboyant et prolifique, qui est animé par le titan Ronaldo, bien sûr R9, un buteur comme le monde n'en a jamais vu à l'époque et comme le monde n'en reverra peut-être jamais, qui boucle sa Coupe du Monde avec 8 réalisations, un chiffre vraiment fou, 8 buts en Coupe du Monde en 2021 à l'heure où je m'enregistre, ça fait 47 ans que personne n'a fait mieux, personne n'a fait autant même, il est le seul sur ces 47 dernières années à avoir marqué 8 buts en Coupe du Monde, dont 2 en finale, bien sûr, les 2 buts de la finale qui sont inscrits en seconde période. Dans le duel Kahn-Ronaldo, le Brésilien profite d'une erreur de l'Allemand et vient un moment de résurgence formidable après l'échec de sa finale de Coupe du Monde 98 contre l'équipe de France, après une grave blessure qui a failli mettre fin à sa carrière. La grande histoire de 2002 et de la Coupe du Monde 2002, c'est incontestablement celle de Ronaldo, qui offre au Brésil sa 5e étoile, sa dernière pour l'instant. Ça fait 20 ans, personne n'a oublié ce géant. Donc voilà en gros pour le vainqueur de cette Coupe du Monde et l'immense mondial de Ronaldo. La toute dernière partie, c'est une petite partie nostalgie parce que pour moi cette Coupe du Monde, c'est aussi celle de mes premiers souvenirs, du premier match de foot que j'ai vu de ma vie à la télé, c'était France-Uruguay. Je me souviens que les matchs, en l'occurrence je pense que c'était à la récré du matin si mes souvenirs sont bons, des télés qui étaient installées pour soutenir l'équipe de France dans la cour de récréation, quelque chose que j'ai pas vu ensuite, Coupe du Monde 2006 ou 2010 dans mes écoles suivantes, au collège ou au lycée. Mais bref, c'était vraiment mon introduction au monde du foot, avec tout un tas de choses. Mon premier album Panini par exemple, que j'ai encore aujourd'hui. Il y avait quelque chose avec ces noms qui étaient incroyables, Busan, Incheon, Sapporo, Yokohama, des noms un peu magiques. Le ballon assez mythique, j'en avais fait une vidéo, pas sur que ce ballon, mais sur l'évolution des ballons, et le ballon de la Coupe du Monde 2002, je le trouvais vraiment spécial. Il y avait Oliver Kahn qui m'impressionnait, mais le gardien qui m'avait le plus plu, et le joueur qui m'avait le plus interpellé à l'époque, j'avais pas regardé beaucoup de matchs, mais c'était Rüstü Rezber, le gardien de la Turquie, et ensuite par la suite, je suis devenu gardien pendant 5 ou 6 années en club, j'ai joué gardien, me suis inscrit, je pense que ça m'a beaucoup marqué aussi. Bref, ça c'est la partie un petit peu plus personnelle et nostalgique, mais c'est mon premier moment de connexion au foot, et visiblement, il a beaucoup compté. Donc voilà, j'aimerais bien savoir quels sont vos souvenirs de cette Coupe du Monde. Si vous êtes plus âgé ou plus jeune, quels sont vos souvenirs, quels sont les souvenirs que vous avez de votre première Coupe du Monde, peut-être vos premiers moments de connexion au foot, mais peut-être plus spécifiquement la première Coupe du Monde, je pense qu'elle est toujours assez marquante. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je pense qu'on peut vraiment avoir un échange super riche, intéressant là-dessus. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai pas regardé mais je pense qu'elle va être assez longue, on a été assez prolixe et peut-être un peu trop, mais si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre soit un emoji Corée du Sud, soit un emoji Japon, celui que vous préférez, peut-être les deux même. Allez, mettez les deux, Corée du Sud et Japon, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez pas rater toutes les autres vidéos, il y aura beaucoup de vidéos liées à l'actualité qui vont sortir sur la semaine prochaine, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on a un week-end prochain extraordinaire. Donc beaucoup de vidéos liées à ça, pronostics, preview, mais ensuite on fera aussi des vidéos un peu plus historiques comme celle-ci, c'est un des objectifs de cette année. Si vous voulez pas rater tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne et c'est une autre très très bonne manière de m'encourager. Je vous remercie pour tout, je vous réfère
à mon sponsor pour cette vidéo, mon sponsor maillot, The Football Market, qui fait plein de maillots rétro, originaux et vintage surtout, des vraies pièces comme celle-ci, qui est vraiment floquée Ronaldo, peut-être que vous le voyez en fond de certaines de mes autres vidéos. Je vous mettrai le lien de ce site que j'utilise en commentaire et en description avec un code promo. Ils m'aident beaucoup, donc n'hésitez pas. Et voilà, merci pour tout, prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite, bisous.